On parle de santé, plus précisément de la santé des jeunes Québécoises et Québécois. Ce soir, on se branche à l'actualité avec vous. Bienvenue à Courant. La santé des jeunes, ça préoccupe tout le monde et ça pousse souvent à prendre les grands moyens pour les protéger ou du moins favoriser leur développement. Je pense entre autres à l'interdiction des produits aromatisés de vapotage qu'on avait vu en 2023 ou sinon les nombreuses réactions par rapport aux cas d'infections transmises sexuellement et par le sang qui sont en hausse chez les jeunes depuis les dernières années. Et aujourd'hui, avec mon équipe de collaboratrices et de collaborateurs, on va explorer les différentes connexions et courants liés à la santé des jeunes. Alexis, avec toi, on s'attarde à un sujet de basse tension, donc quelque chose qui est plus discret, mais qui nous touche dans notre quotidien. Donc, je vous parle d'un aspect de la santé sexuelle des jeunes. Cannabis et relations intimes, c'est un mélange qui est de plus en plus populaire. Et avec toi, Maxime, un sujet plus de haute tension, donc qui fait des échos sur le web. On parle souvent de violence, mais ne négligeons pas l'effet que les jeux vidéo ont sur le cerveau. Et finalement, un peu plus tard à l'émission, Amélie, notre journaliste, va être avec nous. Elle est allée sur le terrain pour savoir si les outils numériques de suivi menstruel sont un avantage ou plutôt une charge supplémentaire sur le mental au quotidien. Vous allez avoir droit à tout ça un peu plus tard à l'émission, mais avant, on se tient au courant sur l'actualité d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, la nouvelle court-circuit, ce qui a créé un choc aujourd'hui. La situation politique tendue entre l'Iran, l'Israël et les États-Unis pourrait se rendre jusqu'à nous, Alexia. Donc, autant au Québec et au Canada, on verrait une hausse du prix du pétrole. C'est estimé à environ 13 Ça, c'est parce que les compagnies pétrolières en Iran ont cessé leurs activités à cause des frappes militaires récentes, donc à la fois du côté des États-Unis, d'Israël et de l'Iran, qui avait également répliqué dans d'autres pays. Puis ces compagnies-là ne peuvent plus exporter de pétrole. Et d'ailleurs, Donald Trump a mentionné récemment, une nouvelle de dernière minute, qu'il prévoit une option de prolonger la guerre. Donc, c'est quand même, c'est pas terminé, cette histoire-là. Ça va être à suivre, effectivement, dans les prochaines semaines. Ensuite, pour la nouvelle connexion, donc un développement entre d'anciennes nouvelles. Maxime, le premier ministre du Canada, Mark Carney, est au 3e jour de son voyage de 10 jours en Inde. Oui, et plus précisément, son 2e jour à New Delhi, dans la capitale. Et on a déjà un communiqué qui nous dit qu'on a fait 10 ententes et on a signé déjà pour 10 ententes commerciale d'une valeur totale de 5,5 milliards de dollars. Donc, c'est quand même assez conséquent. Puis aujourd'hui, c'était dans le domaine de l'énergie qui en a bénéficié. C'est un pacte de 2,6 milliards de dollars dans le cadre de Saskatoon Comeco qui, eux, ils vont fournir un peu moins de 22 millions de livres d'uranium à l'Inde pour leur production d'énergie nucléaire. Donc, c'est quand même une belle avancée avec les deux pays, car juste en un an, on a fait beaucoup plus de collaboration que dans les 2 dernières décennies. Ça va être quand même à suivre également dans les prochains jours. Et finalement, la nouvelle sur projecteur, donc ce qui a mis en lumière un enjeu. On a eu une double vague de démissions à l'Assemblée nationale aujourd'hui, notamment la ministre caquiste de l'Habitation et de la Condition féminine, Caroline Proulx, a annoncé qu'elle ne va pas faire un 2e mandat. Le dossier des Airbnb, on se rappelle, avec les politiques d'encadrement, d'hébergement à courte durée, ont vraiment marqué son passage à la CAQ. Et aussi, d'un autre côté, le controversé député indépendant de Rosemont, Vincent Marissal, lui a annoncé qu'il va lui aussi quitter ses fonctions en octobre prochain. On rappelle qu'il avait claqué la porte de Québec solidaire en octobre dernier et les deux politiciens le souhaitent finalement plus se concentrer sur leur vie personnelle. Donc, ce sera à suivre qu'est-ce qui s'en vient dans leur vie prochainement. Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux la nouvelle qui a retenu votre attention aujourd'hui et pourquoi on veut vous entendre. Maintenant, les bagues numériques, outils de suivi menstruel et contraceptifs, ont gagné en popularité dans les dernières années. Plusieurs expertes croient que la ligne peut être assez mince entre la bienveillance et l'obsession. Notre journaliste Amélie Harvey s'est rendue sur le terrain. Pour quelqu'un qui a besoin maintenant de changer quelque chose dans sa vie, je recommande l'anneau. Ces temps-ci, je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux la fameuse bague de santé numérique l'Aura Ring. Conçu en Finlande, ce produit-là, il permet de surveiller les cycles du sommeil et le cycle menstruel. Ça m'a aidé à reprendre mon cycle en main, donc de créer une régularité dans la vie de tous les jours. Là, tu vois que
Ça fait très longtemps que ma température elle est au-dessus de la normale. On est à Québec parce que j'ai rendez-vous avec la sexologue et professeure à l'Université Laval. Allô, enchantée, je suis contente de te rencontrer, merci. Vraiment, on voit, selon les données récentes qu'on a, que l'efficacité de ce type d'outil-là est extraordinaire. Il est plus grand qu'une méthode, disons, par calendrier, parce que ça permet d'éviter certaines erreurs humaines, là, qui est le calcul des jours. Je me suis demandé, est-ce que ces outils-là, ça allège ou ça alourdit la charge mentale au quotidien? On s'aperçoit que les outils numériques peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. C'est quand même, on n'est pas des robots, là. Donc, c'est sûr que ça, c'est un angle mort important, là, la portion plus émotionnelle rattachée au fait d'avoir ces données-là. Est-ce que ça fait sens dans son quotidien? Est-ce qu'elle a envie d'investiguer davantage? Ou est-ce que ça génère une anxiété qui est paralysante? And I got to the point where I would catch myself obsessively tracking my heart rate and my stress levels. It took away my ability to be in tune with my body. J'ai vu des gens sur TikTok qui étaient comme ma bague me dit que j'avais le cancer ou genre ma bague m'a dit que j'étais enceinte parce que j'étais en retard de telle affaire. C'est nice, c'est des bons outils, mais encore là, c'est un bon complément. Mon nombre de pas, mon nombre de calories. Ces informations-là qui sont prises par les applications, c'est des informations, tu sais, comme plus objectives au niveau du sommeil, au niveau de l'humeur. Ça serait intéressant que ce soit accompagné d'un plus grand vaste d'échantillons d'informations, tu sais, comment la personne s'est sentie, la perception qu'elle peut avoir d'elle-même. Une question à se poser, c'est est-ce que les partenaires amoureux peuvent contribuer à cette culture obsessionnelle envers les données menstruelles? Pour ce qui est de partager certaines applications ou partager, par exemple, suivre le cycle menstruel, voir les moments d'ovulation, pour les couples où il y a beaucoup de conflits, voire de la violence entre partenaires intimes, c'est vraiment à proscrire parce qu'à ce moment-là, ça peut découler là, vers un contrôle beaucoup plus grand là, de l'autre partenaire. Selon les professionnels de la santé, cet outil pourrait aider à rendre plus accessible la consultation gynécologique et à pallier au manque de services en santé des femmes. Ça va remplir une chaise vide, là. On a besoin de services, là. Puis les femmes, bien, elles sont occupées, puis elles n'ont pas toujours le temps. Puis si ces apps-là peuvent les aider, bien, youpi. À Montréal, Amélie Harvey pour Courant. Amélie, certaines personnes utilisent aussi l'Oura Ring comme moyen de contraception. C'est un moyen de contraception qui gagne en popularité dans les dernières années, tout particulièrement chez les jeunes. On observe aussi une tendance à délaisser les méthodes hormonales, un peu plus dans l'autogestion de sa santé. J'en ai d'ailleurs discuté avec la gynécologue et Dr Diane Franqueur, qui m'a dit qu'en milieu médical, on connaît la Oura Ring, mais ça demeure encore méconnu. Il y a une certaine ouverture à en faire un usage contraceptif, mais avec un certain recul en soi, parce qu'elle rappelle que l'encadrement est de mise avec ce type de pratique. Et finalement, elle le rappelle encore une fois que cet outil n'est pas 100% fiable. Il y a toujours une marge d'erreur en termes d'analyse de données. C'est vraiment une belle avancée, comme on le voit dans ton reportage, justement. Puis même si les médecins sont ouverts à l'utilisation, on voit que c'est des produits qui ne sont pas accessibles pour monsieur, madame, tout le monde, monétairement. C'est une bague, c'est quand même un produit assez dispendieux. Tu as soulevé un bon point, Maxime. On parle quand même de 500 $ par bague Oura Ring, ce qui fait que ce n'est pas tous les types de personnes qui pourront s'en procurer, des personnes en situation un petit peu plus précaire en soi. Donc, est-ce que vraiment l'Oura Ring va pouvoir contribuer à l'équité menstruelle dans ce cas-là? C'est une question à se poser. J'avais vu que c'était pas juste l'inaccessibilité monétaire, il y avait aussi tout ce qui était le tabou autour de la santé des femmes. Justement, il y a une étude de Radio-Canada que j'avais lue, qui avait été publiée en 2023, qui disait qu'il y a 2/3 des femmes interviewées qui n'étaient pas nécessairement à l'aise, qui trouvaient ça difficile de parler avec leur médecin là, de santé féminine. D'ailleurs, c'est ce que la Dr Franqueur m'a partagé de notre entrevue, c'est qu'il y a un tabou certain chez une clientèle plus âgée. On parle des femmes âgées entre 30 et 40 ans. La santé menstruelle et même contraceptive, c'est pas quelque chose qui est acquis dans le discours en soi. Toutefois, de l'autre côté de la médaille, on remarque que chez les jeunes, ça semble être un peu plus accessible et peut-être aussi, on sous-entend que la Oura Ring va permettre un peu là, de rendre le débat moins tabou en soi. On l'avait vu aussi là, récemment avec toute la question de la protection de confidentialité des données personnelles avec ces outils-là qui font beaucoup jaser. Merci beaucoup, Amélie. Ça va être à suivre prochainement, assurément.
Et au cours des dernières années, on a observé une hausse marquée des ITSS, particulièrement chez les jeunes de 15 à 24 ans et les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. On voit une augmentation, entre autres, des cas de syphilis et de gonorrhée depuis la pandémie. Pour en parler, on reçoit une infirmière clinicienne chez Prélib, un centre d'autoprélèvement des ITSS. Je suis avec Elisabeth Reil. Bonjour. Bonsoir. J'aimerais savoir, premièrement, si on se base sur l'Institut national de la santé publique du Québec, on a plus de cas parce qu'on fait plus de tests dans les dernières années pour rattraper le retard causé par la pandémie. Vous qui travaillez directement sur le terrain, est-ce que c'est vraiment ça la raison principale? Oui, ça en fait partie, bien entendu. C'est sûr que si on dépiste plus de personnes, nécessairement, il y aura plus de positifs qui ressortiront là, de ces dépistages-là. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, il y avait aussi le port du condom qui est en baisse depuis les dernières années. Est-ce que ça pourrait avoir un lien également? C'est sûr que ça peut être une hypothèse. Pour Prélib, le but, c'est vraiment de rendre le dépistage accessible à tous là, afin d'avoir une bonne santé sexuelle saine. Et quand vous le voyez sur le terrain, quand les gens viennent se faire tester et tout, quand vous discutez avec eux, est-ce qu'ils ont des raisons en particulier souvent? Nos services sont vraiment axés sur un dépistage asymptomatique. Donc, c'est sûr que pour les raisons, là, chaque personne a une bonne raison de venir faire un dépistage. Nous, notre raison principale, c'est dès qu'on a des relations sexuelles, on recommande un dépistage là, pour s'assurer que tout est correct chez notre patientèle. Et justement, vous voyez beaucoup de gens qui sont asymptomatiques. Ça va être quoi les risques sur la santé de ces personnes-là qui ne savent pas qu'ils sont atteints de ces infections-là? C'est sûr qu'à court terme, les risques sont contrôlables, mais si on reste avec des infections à long terme, là, nécessairement, c'est pas bon là, pour une santé reproductive. Et on dirait que les jeunes ont parfois l'air d'avoir un petit peu plus peur des condoms que des ITSS. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la meilleure solution, c'est vraiment de promouvoir là, la santé puis promouvoir le dépistage actif et régulier là, pour s'assurer d'une santé sexuelle saine. Et justement, cet automne, le gouvernement a distribué des milliers de condoms dans les écoles du Québec. Est-ce que c'est un peu la solution, selon vous, pour prévenir ou on aurait pu faire autre chose? Ça peut être une bonne partie de la solution, de mettre en place là, des moyens pour éduquer la population, donner l'accès aux services et aux soins. Là. Ça peut faire partie aussi de la solution. Et vos services sont disponibles pour tout le monde, mais ça va être aussi beaucoup glorifié pour les personnes qui ont un petit peu plus de difficultés à accéder à ces soins. Comment on peut procéder pour prendre rendez-vous chez vous? C'est super simple, en fait, là, directement via notre site Internet. C'est possible de se créer un compte, puis de remplir les informations pour éventuellement avoir accès à un rendez-vous dans une clinique près de chez vous. Nos points de service sont à Montréal, à Sherbrooke et à Québec. Puis, par la suite, là, on se présente en clinique, on fait seulement notre autodépistage, puis on peut quitter à la maison sans souci, sans tracas. C'était l'infirmière clinicienne de chez Prélib, Elisabeth. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on se reconnecte à notre sujet principal d'aujourd'hui, donc la santé des jeunes. C'est le moment de mettre notre enjeu sous tension. On va identifier la source du courant, où est la surcharge et finalement la fin du circuit. On se penche sur la basse tension avec toi, Alexia, en premier. Donc, on pose un regard qui est humain, qui fait partie de notre quotidien et de votre quotidien à la maison. Et depuis la légalisation du cannabis au Québec en 2018, c'est beaucoup plus normalisé de consommer cette drogue-là dans notre société. Chez les jeunes, on observe une nouvelle tendance, on consomme du cannabis avant les relations sexuelles. Ça peut se résumer en 3 mots, donc amplification des sensations. Le cannabis, ça va agir comme perturbateur. Souvent, ça va décupler l'intensité de ce qu'on ressent. Puis on voit que l'usage de cette drogue-là, ça se propage un petit peu plus dans l'espace public chez les jeunes. Par exemple, il y a une étude du gouvernement en 2020-2021 qui avait montré que parmi toutes les personnes qui consommaient du cannabis, il y avait 30 de ces personnes-là qui étaient dans la tranche d'âge des 15 à 24 ans. Et puis on a pu le voir justement passer sur nos réseaux. Il y a une OBNL qui a un balado nommé I Want You. Donc là, on voit le beau petit jeu de mots. L'organisme, c'était du club sexu. Puis dans ce balado-là, ça parle justement du cannabis et la sexualité mélangée ensemble. Maintenant, pour la source du courant, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire pour que le cannabis soit dans la sexualité des jeunes? Comment ça fonctionne? Oui, donc il y a une étude du professeur en sexologie Mathieu Goyette à l'UQAM qui a récolté des témoignages. Puis les jeunes, ils disent souvent qu'ils vont consommer pour réduire le stress, donc l'anxiété de performance. Ils trouvent que ça leur permet d'être plus dans le moment présent, de moins penser aussi à l'estime de soi. Donc, ils focusent vraiment là, sur ce côté-là. Mais souvent, ils consomment aussi
parce qu'ils ne voient pas d'autres alternatives, ils ne peuvent pas en parler à leurs proches ou à leurs parents, donc ils ne voient aucune autre alternative que de consommer des drogues. Et maintenant, la surcharge, on voit que les jeunes, justement, voient le bon côté de la médaille, mais c'est quoi le point critique à tout ça? C'est sûr qu'il y a des zones grises à tout ce qui est question de consentement. Donc, le cannabis, ça peut amplifier positivement, mais aussi négativement. Donc, ça peut entraîner de la fatigue, la faim, une certaine confusion, difficulté aussi à verbaliser parfois ses envies. Donc, quand il y a ces risques-là, ces effets-là qui apparaissent, c'est sûr que le consentement, il est plus valide. Mais tu vois, on parle beaucoup du consentement avec l'alcool, on en parle moins avec le cannabis, donc c'est intéressant que tu le Oui, mentionnes. justement, c'est important de le sensibiliser. Puis, il y a aussi une étude du Fonds de recherche du Québec qui avait été publiée en octobre 2025 qui mentionnait que le cannabis, ça peut aussi réduire la vigilance et entraîner une diminution du port de condom, comme tu as parlé avec notre invité, qui pourrait augmenter les ITSS. Merci beaucoup, Alexia. Maintenant, avec toi, Maxime, on va aller sur la haute tension, donc les échos du web qui suscitent des réactions. Quand on parle des jeunes, on s'attarde souvent aux jeux vidéo et à la violence qu'ils projettent. Mais tant qu'à parler de sexualité, est-ce que ces jeux ont un effet sur la sexualité des jeunes? Mais c'est quand même 80 des gens qui ont répondu à mon sondage sur notre Instagram courant qui dit avoir déjà joué à des jeux de violence avec beaucoup de sexualité dedans. Puis je donne comme exemple le jeu Grand Theft Auto, qui est le jeu vidéo le 4e plus joué au monde. Puis c'est un jeu vraiment qui est basé justement sur la violence et la sexualité qui prône justement la misogynie puis l'abus souvent. Donc c'est sûr que si on a ça comme exemple quand on est jeune, ça aide pas vraiment la vision de la sexualité. C'est pas le seul point le négatif, Maxime. Il y a aussi une étude qui démontre un lien entre les troubles psychiatriques et certains jeux vidéo. Oui, mais plus précisément, les jeux vidéo de tireur à la première personne. Et là, je spécifie la première personne, c'est quand on joue dans la vision du directement. Ça, c'est la professeure à l'Université McGill, excusez-moi, qui a fait une recherche là-dessus qui prouve que ça affecte l'hippocampe. Et là, attention à la maison, je ne parle pas du poisson, mais bien une structure du cerveau, excusez-moi, qui sert à la base à la formation de la mémoire, des souvenirs et à la navigation spatiale dans notre domaine. C'est comme un peu si on avait une usine à souvenirs dans notre tête puis un GPS naturel un peu? Oui, puis les jeux de tir ont un GPS virtuel et les joueurs qui jouent des centaines d'heures se voient avoir des réflexes dans le monde virtuel. Et c'est comme si quand je retourne chez moi, je tourne directement à gauche quand je vois la maison jaune en face de chez nous parce que c'est un réflexe. Ils se voient vraiment baisser leur zone grise comme ça. Et au niveau de la connexion, qu'est-ce que ça fait concrètement à l'hippocampe, tout ça? Eh bien, on a vu que l'hippocampe ne se réduit pas, mais ne se développe pas. Puis c'est là que ça peut devenir dangereux. Parce que c'est vrai qu'un hippocampe plus petit, j'avais lu des études, là, ça pourrait rendre le cerveau plus vulnérable à des troubles comme la schizophrénie, l'Alzheimer, la dépression aussi. Oui, puis ça, c'est inquiétant parce que c'est des maladies mais qui ne guérissent pas. Puis si on a ça très jeune, mais là, on se voit avoir 40 ans puis déjà avoir ces maladies. Puis la recherche, on a mis 100 personnes à jouer 90 heures à des jeux vidéo, 50 jeux vidéo de tireurs comme Call of Duty et 50 Mario. On a vu vraiment que le résultat n'était pas très bon pour les joueurs de Call of Duty. Ça va être à suivre encore une fois. Merci beaucoup d'avoir été là, vous à la maison et vous en studio. On se revoit demain.